Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors pour clôturer l'année en beauté, j'ai le plaisir de recevoir la famille Familaré, Anthony et Anne Ségolène, qui nous partagent aujourd'hui leur grand projet de partir 1 an en Amérique du Sud à la rencontre des enfants fragilisés. Donc c'est un projet complètement incroyable qui nous a beaucoup touchés et c'est pourquoi nous avons décidé de le soutenir en leur dédiant plusieurs épisodes de podcast. Donc dans ces épisodes, dans cette série, nous allons partager toutes les étapes du projet, à commencer aujourd'hui sur la préparation et d'où leur est venue cette idée de vouloir vivre cette expérience avec leurs 3 enfants. Alors vous aussi, si vous voulez soutenir leur projet, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir les vidéos et le contenu qu'ils créent au fur et à mesure de leur projet. Ça va vraiment les aider à gagner en visibilité et à mener leur projet jusqu'au bout. En attendant, moi je laisse place à notre première conversation, le début d'une longue série. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anthony et Anne Ségolène, je suis ravie de recevoir sur le podcast ce matin. Donc l'objectif de cet épisode, cet épisode est le premier d'une longue série où on va vous suivre pendant quelques mois, voire années, dans votre projet. Donc, on va vous voir plusieurs fois dans le podcast des parents voyageurs. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter votre famille? Alors, bonjour Émilie, merci de nous recevoir. Et puis, je vais peut-être proposer à Anne-Ségolène de prendre la main pour nous présenter. Bonjour Émilie. Alors, notre petite famille, donc Anthony qui a pris la parole. Moi, c'est Anne Ségolène. On est mariés depuis 7 ans et des projets plein la tête. Notre famille, elle est composée de 3 enfants. On a Clémence qui a 6 ans, Olivia qui en a 4 et Gaspard qui a 1 an. Et Gaspard est avec nous, c'est cool. C'est ça. Alors, on va vous suivre dans votre projet humanitaire. Donc, vous en êtes au tout début. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment de l'idée. On va vraiment essayer de mieux vous connaître et pourquoi vous avez choisi cette voie-là, on va dire, ce type de voyage-là. Est-ce que pour mieux vous connaître, vous pouvez nous parler un petit peu de vous et quel type de parents voyageurs vous êtes? Alors, quel type de parents voyageurs on va devenir, je pense, bien qu'aujourd'hui on bouge un petit peu. Parler de nous, on est plutôt passionnés de voyage tous les deux. On a eu quelques expériences de voyage international. Et puis, on aime beaucoup les voyages en itinérance malgré tout, sur les périodes de vacances notamment. On a des amis qui ont des ânes et donc on prend plaisir chaque année avec nos enfants à faire quelques nuits où on se balade avec nos ânes et on frappe chez les habitants pour officiellement nous sécuriser dans leur jardin. Et en fait, ça nous permet d'avoir une porte qui s'ouvre et d'avoir des belles discussions comme ça à l'improviste. Des discussions, j'allais dire, un peu gratuites puisqu'elles ne sont pas prévues et puis elles n'ont pas de lendemain. Et donc on a pris plaisir à cette démarche-là. Et ça a enclenché chez nous cette idée-là d'aimer aller à la rencontre de personnes qu'on ne connaît pas forcément, et pas forcément pour construire quelque chose, mais simplement pour rencontrer euh, sur le fait des personnes sur le vif, quoi. Voilà, donc on a pris cette habitude-là. Après, Anne Ségolène est psychomotricienne de métier. Elle est plutôt passionnée par les jeunes âges. Et de mon côté, moi, je suis responsable, enfin, je suis chef de projet sur l'innovation sociale dans le secteur associatif. Et donc, on a une fibre associative ou humaine assez forte malgré tout. Et donc, voilà, l'idée du voyage, c'est aussi de développer ces deux sujets-là, du voyage et de la rencontre. D'accord. Donc oui, c'est depuis toujours, vous avez été engagé ou vos voyages ont toujours été dans un objectif associatif ou pas toujours? Alors, jusque-là, c'était deux logiques qui étaient plutôt séparées. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, nous, dans nos engagements. On était tous les deux engagés étudiants, on était représentants de nos filières, de notre filière, tous les deux, qui était la filière du STAPS, les facultés de sport. Et donc, on était tous les deux très engagés dans la représentation étudiante. C'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à travailler ensemble d'un point de vue associatif.
et d'autre part, on avait ce goût du voyage. Et là, l'idée, justement, c'est de pouvoir un petit peu faire se rapprocher ces deux univers qui nous tiennent à cœur sur Mmh. un temps plus long. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi consiste votre grand projet? Sur quel sujet on va vous suivre et quel est d'où vient cette idée et quelle est cette idée? Alors, le déclencheur, alors forcément, il y en a plusieurs, c'est toujours complexe, mais un Mmh. des déclencheurs qui nous a marqué, c'est qu'on allait visiter la sœur d'Anne Ségolène qui était à Miséricordia au Chili, engagée comme missionnaire pendant 1 an auprès des enfants de la Pincoya, donc c'est le quartier pauvre à côté de Santiago du Chili. Et donc, on a passé une quinzaine de jours au Chili, une moitié du temps vraiment en mode voyage touristique, et puis l'autre moitié, on était sur place avec le reste de la famille dans le centre. Et on a pris vraiment, on dit régulièrement, on a pris quelques vraies claques là-bas, puisque d'une part, on s'est rendu compte que c'est nos enfants qui avaient le plus de facilité à rentrer en relation avec les habitants du quartier. C'est vraiment nos enfants qui nous ont ouvert les portes en fait des maisons voisines et qui, avec les autres enfants, ont très naturellement créé de la relation. Là où nous, on était peut-être un peu plus pétrifiés, parce que dans un univers qu'on connaît moins, dans une culture qu'on connaît moins, dans une pauvreté assez poussée, voilà, c'est vraiment les enfants qui nous ont permis de rentrer là. Et puis, une des autres claques qu'on a pris vraiment sur place, c'est de se rendre compte que quand nous, on a à peu près tout à la maison pour être heureux, et quand là-bas, ils avaient beaucoup moins pour pouvoir satisfaire aux besoins premiers, eh ben, eux, ils avaient une forme de joie de vivre et un sourire aux lèvres assez permanent, là où nous, parfois, pris par nos obligations pour avoir tout le matériel, eh ben, on court un peu et on oublie l'essentiel de la relation humaine. Donc on est revenu de ce voyage-là un peu étonné de ça, de se rendre compte que finalement, en ayant tout, ben, on court beaucoup et on ne prend pas le temps de vivre et de la rencontre. Et on a eu vraiment un souhait de changer ça. La réalité, c'est qu'on a changé beaucoup de choses dans notre vie. Moi, j'étais entrepreneur, j'ai quitté mon entreprise, je suis redevenu salarié justement pour quitter un peu ce stress permanent et retrouver du temps de vie un peu plus posé en famille, plus de temps avec les enfants notamment. Et quand le confinement est arrivé il y a 1 an et demi, le bilan, c'est que finalement, on avait changé beaucoup de choses sur l'enveloppe, mais dans le fond, pas tant que ça. Et donc, on s'est re-questionné en se redisant nos promesses et nos envies de changer des choses. Et donc, c'était un des points, un des premiers points, la déclencheur vraiment de cette volonté de bouger. Et après, pendant le deuxième confinement, pour le coup, en ayant fait un peu des recherches, découvert quelques blogs, quelques films, quelques vidéos très intéressantes, l'envie est arrivée vraiment de dire et pourquoi pas cette idée-là de voyager vraiment, de faire un temps de pause vraiment. Comme on a un troisième enfant, on a ce congé parental aussi qui nous permet de nous faciliter les choses, puisque ça permet de partir sur un temps donné, de revenir en sachant dans quoi on revient derrière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les déclencheurs principaux. Et après, alors une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait donc on a évoqué beaucoup de choses. Évidemment, l'idée de partir avec des ânes nous a effleuré. Après, voilà, on a 3 jeunes enfants. Donc l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'ils soient le plus sécurisés possible et qu'on puisse avoir un mode de vie qui ne les mette pas en difficulté ou qui ne nous mette pas en difficulté. Donc on a quitté l'idée des ânes pour tout doucement revenir sur des véhicules un peu plus sécurisés, un peu plus fermés. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de partir avec un camion qu'on a déjà acheté, qui sera aménagé, de faire le tour des pays de l'Amérique du Sud pour aller à la rencontre en particulier des enfants en situation fragile. Euh, Soit dans leur famille, soit dans des organisations, des organismes qui ont vocation à les accueillir, à prendre soin d'eux. Et ce qu'on voudrait observer en particulier, pour ceux qui connaissent, il y a les objectifs du développement durable qui ont été créés par l'ONU en 2015, à visite 2030, qui ont vocation à transformer la planète, rien que ça. Dans ces objectifs-là, il y a beaucoup de choses qui sont marquées sur les relations humaines, sur l'écologie, etc. Il y a un 17e objectif qui est très intéressant, qui est transversal, qui est les partenariats. Et nous, on aimerait presque aller observer le 18e objectif qui est non écrit, mais qui est finalement la relation humaine et la précarité affective. Dans nos recherches là sur notre départ, on se rend compte que bien souvent, les enfants en situation de fragilité, leur premier besoin, un peu à l'inverse de la pyramide de Maslow, leur premier besoin, c'est de se sentir aimé, de retrouver de la dignité, d'avoir le goût de vivre, pour ensuite retrouver le goût de manger pour ceux qui ont des nutritions, le goût d'apprendre, etc., etc. Donc voilà, on n'est pas sociologue de métier, on va être sur une forme d'observation et de quête de sens, on va dire ça. Et notre focus, il est là-dessus. Les enfants en situation de précarité, de fragilité, tout au long de notre parcours. D'accord, c'est quand même un super projet. Dans
dans l'idée, effectivement, c'est un très beau projet, on va dire, heu, humanitaire, mais c'est aussi un sujet qui est dur quand même, à aborder. Enfin, déjà, la précarité des enfants, quand on est parent, c'est quelque chose qui est, difficile. Enfin, on touche vraiment dans l'affect. Pourquoi vous avez choisi, ce sujet? Parce que faut quand même avoir la force émotionnelle, tu vois, pour pouvoir affronter ça. Alors, il y a plusieurs éléments là aussi. Le premier, c'est que ma femme est psychomotricienne de métier, passionnée par les tout petits, et du coup, c'est dans son charisme, on va dire, dans son approche, dans ce qui donne du sens. Et du coup, elle est vraiment formée et passionnée par ce sujet-là. Mmh. Et Et puis, on se rend compte aussi souvent que c'est nous, en tant qu'adultes, qui nous mettons des barrières pour aller voir les fragilités, que ce soit du handicap, de la pauvreté ou d'autres fragilités. Mais en fait, pour les enfants, on voit ça de manière très simple avec eux. Et que ce côté émotionnel, il est présent chez les enfants, c'est sûr, mais qu'il n'est pas. Mais que. J'ai ma femme qui est en train de faire de l'escalade sur la chaise haute. Mais que pour autant, toutes ces barrières et tout ce rapport très fort en émotion que nous, on plaque en tant qu'adultes, c'est pas forcément le cas pour les petits. Et on peut expliquer ça avec des choses très simples. Alors évidemment, on va pas les emmener dans des situations trop complexes pour eux, mais, mais globalement, c'est plutôt nous, en tant qu'adultes, qui avons tendance à nous mettre ce type de barrière. Ouais, parce on est gêné, on ressent de la gêne Oui, parce que aussi on vit dans un monde qui est très privilégié et se retrouver en fait confronté, se retrouver face à des enfants qui sont dans le besoin, ça nous met mal à l'aise en fait. Et comment, comment vous comptez l'aborder ça? Parce que toi, c'est ton métier, mais c'est quoi les clés en fait, même si nous, tu vois, dans un quotidien, quand on est face à un enfant qui est handicapé, ou tu sais, on a toujours peur d'être maladroit, etc. C'est quoi les clés pour justement rentrer en communication avec cet enfant-là sans que, pour que tout le monde se sente à l'aise? pour moi, la clé, à ce moment-là, c'est de se dire, en fait, je suis en face d'une personne. Et c'est ce qui est chouette quand on voyage avec des enfants, nos enfants, c'est que ces barrières-là sociales, euh, toutes les barrières, elles tombent directement avec d'autres enfants. Et après, c'est pas inné, c'est sûr, mais moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec mon métier. Je m'assieds en face d'une personne qui est lourdement handicapée. En fait, ben, je suis en face d'une personne. Je suis pas en face de quelqu'un qui a besoin que je prenne en compte son handicap pour savoir que peut-être faut que je lui dise des choses d'une façon ou d'une autre. Ben, en fait, peut-être que je vais me planter, peut-être que je vais dire quelque chose de déplacé, peut-être que je vais le mettre mal à l'aise. Mais en fait, le pire de tout, Mmh. ce serait de rien faire. Mmh. Et bah, oui, oui, je me suis pris des petites claques aussi des fois en n'étant pas ajustée ou en me trompant dans la façon d'être en relation. Mais à force, on apprend, on simplifie et puis on fait tomber tous les protocoles de mise en relation habituels qu'on a qui n'ont pas vraiment de sens face à des personnes fragilisées. Et finalement, ça se passe bien en général. Ouais, il y a la notion de feeling et Ouais, avant tout qui est là pour mettre pour rentrer en relation fluidité. sans ouais, plus de Et puis de fluidité, ouais. l'autodérision et pas se prendre trop au sérieux. En fait, Mmh. je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Ouais, 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 on clairement. voit beaucoup, hein, nous, quand on voit une personne en situation différente de ce qu'on considère la norme, on voit quelqu'un avec quelque chose en plus, quelque chose en moins. Et ce que disait Anne-Ségolène, c'est que nos enfants nous ont vraiment appris ça. Eux, ils voient une personne, point. Et du coup, ah bah tiens, cette personne a, on a eu le cas, cette personne a un bras en moins. Et bah tiens, pourquoi est-ce que tu as un bras en moins? Puis l'enfant lui a expliqué, et puis ou les parents lui ont expliqué. Et puis voilà, maintenant on joue ensemble. Et en fait, c'est cette simplicité-là qu'on a, nous, un peu réapprise en allant au Chili et qu'on essaye de développer aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, j'avais prévu une question sur la fin, mais je vais la poser maintenant. Comment les enfants justement, se rendent compte en fait de ce projet et comment ils gèrent, tu as répondu un peu en partie, mais comment ils gèrent, justement ce projet et comment ils se comportent face à ces enfants qui sont en extrême précarité ou, en extrême difficulté? C'est quoi leur comportement face à ça? Alors, l'idée de retourner en Amérique du Sud, ils le maîtrisent bien parce qu'ils ont quand même pas mal de souvenirs. On y est allé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2018. Donc ça, ils l'ont pas mal en tête. Et après, par rapport aux enfants, tu vois, encore hier soir, on préparait justement une petite vidéo pour présenter le projet. Et ma fille disait, ah, mais en fait, ces enfants-là, ils sont pauvres. Bah, peut-être qu'on pourrait, nous, leur apporter des jouets à nous. Et
voilà, en fait, c'est toujours très simple. Il n'y a pas de peur d'aller vers des situations différentes. Il y a plus une réflexion de leur part à comment est-ce qu'on va pouvoir les aider finalement. Et encore une fois, je trouve qu'il nous a appris quelque chose. Tu parlais au début de voyage humanitaire. Nous, on ne te laisse pas forcément en humanitaire. On va plutôt vivre un temps avec. Et en fait, dans l'idée de l'humanitaire, il y a l'idée qu'on va apporter quelque chose. Or, nous, on voit plus ce voyage comme étant une rencontre, mais la rencontre se fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va passer du temps avec des personnes et ces personnes vont passer du temps avec nous. Et en fait, on va cheminer, on va passer un moment ensemble sur un temps plus ou moins long, plus ou moins court. Et ça, nous, les enfants, avec nos voyages avec les ânes, avec le fait qu'on bouge quand même souvent, on a souvent du monde à la maison, on va souvent chez des gens, ils ont cette habitude-là, cette ouverture. Voilà, donc les choses, on l'imagine, seront assez fluides. Après, ce qu'on imagine, ce qu'on va vivre, c'est différent, parce que partir sur un an, c'est forcément un peu différent. La difficulté aujourd'hui, peut-être, qui commence à pointer, c'est qu'elles prennent conscience qu'en partant un an, elles seront plus ici pendant un an. Et donc, ben, du coup, pendant un an, je vais plus voir mes copines. Ah, du coup, pendant un an, je verrai plus ma grand-mère ou mon grand-père. Voilà. Donc, il y a cette prise de conscience tout doucement, non pas de ce qu'on va vivre là-bas, mais de ce qu'on va laisser pendant le temps où on ne sera pas ici. Oui, parce que pour eux, c'est encore super abstrait. Déjà, nous, en tant qu'adultes, c'est compliqué de se dire on va vivre ça là-bas. Donc, pour eux, ils sont plus dans le concret de bah, là, au jour d'aujourd'hui, j'aurais plus ça dans mon quotidien, en fait. Sans cette, Ouais, c'est ça. Et après, alors là, comme on a déjà trouvé le camion, on part de temps en temps avec, faire 2 nuits, 3 nuits, voilà, pour tout doucement les habituer. Et puis, alors, et pour voir comment est-ce qu'on remodule un peu le camion, on va le faire un peu évoluer, mais aussi pour qu'elle commence à se projeter dedans, Mm. comment est-ce que je vais dormir, quelles seront mes affaires. Ah, bah tiens, on se rend compte que la douche c'est différent, on se rend compte que pour manger c'est différent. Voilà, elles commencent par elles-mêmes à trouver leurs petites habitudes. Aujourd'hui, on arrive quelque part, on ouvre les portes, et ben, elles vont courir dans les bois, elles vont courir dans les champs pendant qu'on prépare. Voilà. Donc, c'est des petites choses qui s'installent et on va progressivement le mettre en place comme ça. Mm. Ouais, c'est chouette, ça fait des belles aventures intermédiaires en plus avant le grand départ, quoi. Exactement. Comment vous allez faire là-bas? Alors, est-ce que vous avez déjà travaillé sur votre itinéraire? Et est-ce que vous savez à quel moment vous allez faire ces moments de rencontre ou visiter des centres spécifiques? Est-ce que vous avez déjà en tête l'organisation de ces futures rencontres? Alors là, c'est le travail qui est vraiment en cours. C'est qu'on aurait à cœur de retourner voir des structures qu'on a déjà vues. J'ai commencé à démarcher les structures dans lesquelles on était déjà allé et voir d'autres. Pour l'instant, la réalité, c'est que les retours, ils sont pas très importants parce que les structures qu'on démarche, ils sont dans l'urgence de OK, qu'est-ce qu'on fait comme chose demain ou dans la semaine qui arrive, et un projet à plus d'un an. Ils sont pas encore dedans. Donc, en fait, c'est pas grave. On va prendre le temps de relancer. Ça se fera probablement un peu plus tard dans l'année. Et l'itinéraire, il se fera probablement aussi en fonction de ces structures qui seront prêtes à ce qu'on vienne les visiter. Mais pour l'instant, du coup, les quelques points qu'on a en tête, alors ça peut être très évolutif, mais les quelques lieux qu'on a en tête, c'est d'aller. Alors, on aimerait beaucoup retourner à Misericordia à Santiago du Chili, où on avait été la première fois, du coup, dans un cadre un peu différent. On a aussi vu une structure dans laquelle on aimerait beaucoup aller, c'est à La Paz, en Bolivie, et c'est une structure c'est un centre de renutrition infantile et qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a le côté nutrition évidemment qui est pris en compte dans le centre, mais il y a une prise en compte globale de l'enfant et de la famille pour que ce programme de renutrition ne tombe pas à l'eau dans les semaines qui suivent la sortie de l'enfant du centre. Ils prennent en compte vraiment toute la dimension. C'est ce qui nous intéresse là-bas. Voilà. Après, il y a d'autres structures qu'on a pu voir en Argentine, voilà, mais pour l'instant, on n'est pas encore très au clair sur lesquelles on va aller. Ce serait plutôt les pays du sud de l'Amérique du Sud, mais tout reste à affiner. D'accord. Et donc, du coup, quand tu contactes ces centres, au-delà de Misericordia, que vous avez déjà eu des contacts, quand tu leur écris, comment tu amènes le sujet et c'est quoi leur première réaction, en fait? Pour l'instant, on ne sait pas encore. On n'est pas encore avancé assez dans le projet pour pouvoir avancer là-dessus. D'accord. On n'a pas encore eu assez de retours. Pour l'instant, on est plutôt à chercher le bon interlocuteur. D'accord. Ok. Ouais, parce que du coup, c'est quand même aussi un peu délicat de dire bonjour, nous on est européens, on voudrait échanger avec vous sur ces sujets. Ça doit être quand même assez rare pour eux. Et il doit y avoir aussi un petit peu de méfiance de se dire
pourquoi ils veulent venir. Enfin, Ouais, c'est très très atypique comme projet. En plus de venir en famille, c'est pas du tout habituel. Et vraiment, on l'amène sous l'angle. On aimerait vivre avec vous et comprendre ce que vous faites. On vient pas révolutionner ce qu'ils font. On vient juste voir ce qu'ils font et vivre avec eux et comprendre. Et puis pourquoi pas pouvoir retranscrire les bonnes idées plus tard euh, dans d'autres structures françaises, parce qu'il y a des très bonnes idées à prendre dans d'autres structures que ce qui se passe chez nous. Mais c'est un peu déroutant. Et du coup, voilà. Alors le petit point positif, c'est qu'on arrive avec notre camion, donc on n'a pas besoin d'être logé. Donc ça limite en logistique, voilà. Mais n'empêche que ça peut être, c'est un engagement de leur part, de la part des structures, d'accepter de nous inclure dans leurs activités, dans leurs propositions, pendant quelques jours, quelques semaines. Et après, il y a des structures qu'on peut viser d'aller voir. Donc ça, on commence à travailler aujourd'hui pour les cibler, puis pour les démarcher. Et en fait, les retours qu'on a de Français qui sont allés déjà en Amérique du Sud, c'est aussi qu'en voyageant, on découvre des structures où on nous met en lien avec, et finalement sur place aussi, on a des contacts qui se créent. Et comme on est déjà sur place, peut-être que ça se crée même plus facilement parce qu'il s'avère qu'on est là et que voilà. Effectivement, des mois à l'avance comme ça, c'est un peu curieux. Ouais, puis c'est des pays latins aussi où beaucoup fonctionnent par le réseau et c'est pas forcément des pays où ils sont très au fait sur la digitalisation. Ils ont peut-être pas forcément de site, de page Facebook où on peut les contacter. C'est aussi des petits centres qui sont peut-être pas médiatisés entre guillemets quoi, mais par contre qui sont connus des locaux et en fait effectivement c'est sur place de bouche à oreille vous allez peut-être pouvoir rencontrer C'est ces gens. exactement ça. Lorsque ce sont des centres qui sont montés localement, là on a eu le cas sur un centre dont on nous a parlé au Pérou. Il n'y a pas vraiment de site internet en fait, on trouve une page Facebook un peu perdue, mais c'est compliqué de rentrer en lien. Et finalement, c'est les structures qui sont montées par ou avec des Européens qui sont un peu plus structurés parce qu'ils ont l'habitude de venir chercher des fonds en Europe et du coup ils ont un peu une vitrine visible et donc ça nous permet de rentrer en lien comme ça. Donc on sait qu'il y a une partie des choses qu'on doit faire avant parce qu'on voudrait aussi faire notre itinéraire par rapport à ça. Et l'idée, c'est en gros de voir le Chili, l'Argentine, la Bolivie, certainement le Pérou, peut-être le Brésil, et peut-être le Paraguay, l'Uruguay, qui font partie de ces boucles-là. Donc on a besoin d'avoir 2-3 points de chute un peu fixés à l'avance pour faire notre itinéraire. Et puis après, on sait que les choses se font beaucoup sur place. D'accord. Et donc du coup, au-delà des visites des centres, etc., vous allez faire quoi entre deux? Vous allez voyager, profiter, visiter? C'est quoi l'idée? Tout ça. Un peu tout, c'est-à-dire que euh, d'un centre à l'autre, on a toujours l'idée de rencontrer des familles et de passer du temps avec elles. Donc l'idée, c'est d'être dans un voyage lent. Moi, j'aime bien dire qu'on va être semi-itinérant. Le but, c'est pas d'enchaîner des kilomètres. On a 3 petits bouts de chou. On a un camion qui est quand même bruyant. C'est un vieux J5. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il nous permet de nous déplacer d'un point à l'autre. Mais l'idée, c'est pas de changer de campement tous les jours. C'est de rouler quelques jours, s'installer quelque part, rouler quelques jours, s'installer quelque part. Évidemment, de découvrir l'Amérique du Sud dans nos trajets. Mais voilà, on a la scolarité à gérer, on a des livrables qu'on aimerait monter, une expo photo, etc. Donc on a du travail à faire entre les étapes. Euh, voilà. Donc, le but, c'est vraiment de faire le moins de kilomètres possible et de passer le moins de temps possible en déplacement et un maximum de temps en vie sur place. Oui, vous vous êtes pas mis dans votre... vous vous êtes pas fait une to-do en disant il faut qu'on aille voir les baleines, Iguazu, etc. Alors on l'a fait au tout début. Et les retours des familles qui ont voyagé nous ont dit surtout, surtout, surtout ne faites pas ça parce qu'avec vos 3 enfants, vous allez enchaîner des kilomètres et ils vont se souvenir juste de la voiture, c'est être horrible. Et ça, on l'a beaucoup eu de nous dire, mais évidemment, regardez des points intéressants et il faut les visiter, mais surtout ne cherchez pas à tout faire, surtout le crochet de 300 km pour le beau volcan, ça peut être des fausses bonnes idées, donc ouais, soyez vigilants dessus, donc on l'a bien entendu. Oui, En gros, pardon, vas-y. En gros, de toutes les familles avec qui on a pu parler, qui ont fait des voyages avec des enfants, notamment des petits, on a pris celle qui allait la moins vite qu'on connaissait, celle qui a fait le moins de kilomètres par jour, et on a divisé par 2 l'objectif. Et on ne veut pas dépasser ça. Parce que sinon, on sait qu'on va au carton et on ne veut pas. Ouais. Et du coup, ça représente combien de kilomètres par jour? J'ai plus en tête. En moyenne, on aimerait ne pas dépasser 50 par jour. C'est-à-dire qu'en fait, on bouge tous les 3 jours de 150 km, quelque chose comme ça. D'accord.
Ok. Mais c'est une moyenne aujourd'hui très théorique à 10 mois du départ, quoi. Ouais, On verra revenir. ouais, j'imagine. Et puis, ouais, c'est vrai que pour avoir interviewé beaucoup de voyageurs, souvent, il y a cette notion de feeling, de rencontre où, voilà, on le sent pas, on s'en va, on rencontre des gens super, on reste. Et c'est ça qui fait la richesse du voyage, en fait, cette improvisation. Et, et les besoins des Mm, enfants, et les besoins de bien dormir, et voilà, il y a beaucoup de choses logistiques aussi derrière qui mm, vont rentrer. Et les réalités du véhicule, pareil, on a eu le cas, bah tiens, on avait le pare-brise qui était cassé en Bolivie, on nous a proposé de changer ça avec des fenêtres, avec des vitres de fenêtres. Bah non, donc il a fallu attendre qu'un pare-brise arrive. Bon bah voilà, ça nous amène à, je crois qu'il y avait 3 semaines d'attente. Bon bah du coup ils sont partis en avion, aller visiter un autre endroit, ils sont revenus. Voilà, donc c'est des occasions, voilà, c'est les aléas qui créent des occasions. On peut pas tout maîtriser. Tout à l'heure, tu parlais des livrables. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, encore une fois, le point de départ, c'est ce qu'on a vécu au Chili. Et en fait, en rentrant, on s'est rendu compte que là-bas, on avait eu pas mal de petits déclencheurs ou d'expériences qui nous avaient assez marqués. Et, euh, et le raconter tombe souvent à plat parce que les gens n'ont pas vécu et on parle de quelque chose qui nous est assez personnel. Donc on a cette idée-là de pouvoir ramener un peu en image et puis en réflexion ce qu'on va vivre là-bas. Donc il y avait l'idée de monter des podcasts et du coup on est très heureux de le faire ensemble parce que ça nous Mhm. permettrait d'avoir un suivi un peu live de ce qui se passe. Mais on travaille aussi en parallèle sur l'idée d'avoir un film documentaire qui puisse être réalisé. Alors, on est encore en train de travailler dessus. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée d'un 50 minutes. Euh, avec ce fil rouge-là de se déplacer dans différents pays avec les enfants et la relation humaine comme fil rouge. Euh, et puis, on a un troisième livrable sur lequel on voudrait travailler qui est de pouvoir réaliser des panneaux pour une expo photo dans le but, au retour, de pouvoir diffuser le film, proposer l'exposition photo à des événements, voire pourquoi pas faire des projections débats, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir en amont enclencher des structures qui accueillent des enfants en France, alors des écoles, là, on est déjà en train de l'ouvrir, ou des structures associatives, pourquoi pas des centres sociaux ou autres, et que ces enfants-là puissent s'intéresser au projet en amont, le suivre pendant, et qu'à la fin, on puisse avoir un moment d'échange, de débat ou de réflexion avec ces enfants sur l'ouverture au monde, comment ça se passe ailleurs, etc. Et puis, donc ça, c'est auprès des enfants en France, et pareil auprès des porteurs de projets en France, notamment dans le monde associatif, qui est le monde dans lequel on est engagé, de pouvoir, je dirais aider, mais c'est plutôt partager à des porteurs de projets, à des responsables d'établissements, ce qu'on a pu voir là-bas qui pourrait être transféré chez nous. Parfois sur des simplicités de projets, on est dans un univers aujourd'hui qui devient très complexe, très gestion du risque, peur du risque, etc. etc. Et alors c'est déjà un message qu'on porte aujourd'hui, mais aujourd'hui on le porte avec notre voix, demain on pourra le porter avec de l'image qui sera un peu plus fort en disant osez agir, rappelez-vous que l'important avant tout c'est la personne dont on prend soin, que ce soit une personne à la rue, que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, etc. De bien euh, participer à ce qu'on remette bien la personne humaine au cœur des projets. Mm. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, déjà, donc l'idée, c'est, bon, on va participer au projet du début à la fin, mais l'idée quand même principale, c'est de venir porter ce projet en fait après ce voyage, continuer à diffuser ce que vous avez découvert sur place. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le monde à l'envers en fait, parce que nous, on se dit, on est des pays riches. euh, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Parce que c'est nous qui pourrons leur apporter d'autres visions des choses, de la technologie, etc. Vous, votre vision, c'est de se dire, c'est eux qui ont plus à nous apporter. Et effectivement, ce que tu disais par rapport aux structures, mettre l'humain au centre aujourd'hui, de par peut-être notre évolution technologique, peut-être notre économie riche, enfin, si on peut le dire comme ça, on a perdu complètement en fait l'humain et c'est un sujet qui revient beaucoup, notamment aussi pour les accouchements, les actes médicaux, etc. Où en fait le professionnel qu'on a en face de nous, il est plus dans une optique économique parce que le patient est devenu, il doit être rentable. On est complètement dans ces Économique, juridique, voilà, on est technologique, complètement dans ces technique. préoccupations-là. Et vous, votre objectif, c'est de venir repositionner l'humain, mais c'est quand même un challenge qui est hyper ambitieux, non? Alors, on sait qu'on va pas révolutionner les foules. Après, chaque personne qui voit. Nous, on en est arrivé là pourquoi? Parce qu'on a eu dans notre parcours associatif ou professionnel
une ou deux personnes qui, à chaque étape de vie, nous a ouvert les yeux, nous a un peu bousculé. On se dit, si nous, à notre tour, on arrive à transmettre quelque chose et bousculer une ou deux personnes qui elles-mêmes peuvent rayonner, et ben, challenge réussi. Le but, c'est pas de faire changer le monde, c'est de réussir à ce que des personnes qui sont en quête puissent trouver là de la matière pour nourrir leur réflexion. Et après, l'idée, c'est pas binaire, c'est pas, on va pas nous apporter des choses à l'autre bout du monde, ou à l'autre bout du monde, ils vont nous apprendre des choses. On est vraiment dans cette idée-là de l'échange, de la mutualisation, du partage de l'expérience, et qu'on soit dans une structure pauvre, une structure riche, une petite structure, une grande structure, y compris en France. Moi, aujourd'hui, je travaille sur l'innovation sociale. Ce qui se passe aujourd'hui dans la petite enfance peut tout à fait venir nourrir des réflexions sur le grand âge. Ce qui se passe dans les petites structures peut être très intéressant à reproduire dans les grandes, notamment sur toute l'agilité, le fait de pouvoir agir rapidement, d'être dans l'essai-erreur, et puis voilà, on peut apprendre, tout le monde peut apprendre de chacun, si tant est qu'on prenne le temps de ne pas arriver de manière un peu hautaine et qu'on comprenne que l'autre a des richesses que j'ai pas forcément. Et l'idée, c'est aussi ce message-là finalement qu'on veut faire passer, c'est prenez le temps de vous rencontrer, prenez le temps au sein des structures associatives en France peut-être de prendre le temps de s'aligner entre le président, le directeur, le chargé de projet, l'éducateur spécialisé, etc. Prenons le temps d'apprendre à nous connaître et puis de comprendre que chacun peut apporter une pierre à l'édifice pour que les projets soient le plus en adéquation possible avec le besoin, parce que finalement, c'est bien ça qui doit nous animer. Oui, complètement. C'est hyper intéressant. Avoir un peu d'humilité et revenir aux fondamentaux de l'échange humain, c'est vrai que c'est tout à fait logique quand on y pense, mais on est tellement pris dans un rythme à 2000% que c'est dur de s'arrêter et de dire... On se l'est tous dit au moment du confinement, ah oui, il faut prendre le temps de lire, etc. Et aujourd'hui, là, depuis qu'on a repris vraiment en septembre, toutes les structures qu'on rencontre nous disent la même chose. On n'a jamais autant couru. Donc en fait, on n'a pas appris grand-chose de ce moment-là. On a dit, tiens, et si on prenait le temps de se poser? Alors là, on essaie de rattraper le temps. On a dit, tiens, il fallait qu'on se pose. Ouais, c'est chouette. Je reprends le mot que tu utilisais, tu as raison, c'est exactement ça en fait. Il y a beaucoup une démarche d'humilité. Arrêter de vouloir vivre la vie parfaite, vivre la famille parfaite, vivre le voyage parfait, vivre la rencontre parfaite. Et en fait, on se laisse porter un peu par ce qui se passe, mais sans arriver avec nos gros sabots. Et c'est à ce moment-là où on va se faire bousculer, on va se faire déranger parce qu'on sera prêt à le faire. Mais avant, faut faire tomber un peu toutes les barrières, toutes nos petites carapaces. Et ça, pour le coup, ça c'est une démarche d'humilité, mais qui va, c'est pas juste de notre part en voyage, c'est de la même façon que en nous écoutant, de ta part, en te posant la question de tiens, quelle est leur démarche, comment ils se positionnent, c'est s'enrichir de l'autre en fait en échangeant, en essayant de comprendre ce qui se passe, sans forcément d'ailleurs être d'accord ou avoir envie de faire la même chose, mais prendre ce qui nous semble juste un peu de partout, de là où on va. Ça peut être une démarche personnelle de toute façon. Oui. Mais d'ailleurs, de toute façon, je le vois, j'interviewe quand même maintenant, j'ai interviewé un paquet de parents voyageurs avec des projets différents et effectivement, ces échanges, ces rencontres, ces débats, moi, je me vois pas partir en sac à dos comme certaines familles l'ont fait, mais je me dis, c'est fort ce qu'ils ont fait et le partage et l'échange qu'on a et du coup, cette voix qui porte pour ces parents qui ont ces projets, je trouve que c'est hyper riche et c'est pour ça qu'on a des retours aussi très positifs du podcast, des parents qui ça les fait rêver, ils se disent mais en fait oui c'est possible, ça redonne un peu d'espoir aussi, de dire il y a des gens qui vivent la vie qu'ils veulent, qui osent, qui se lancent dans des projets qui leur tiennent à cœur et ça donne de l'humain en fait un peu dans ce monde un petit peu un peu speed et effectivement c'est précieux. Nous on a remarqué que quand on fait un voyage, systématiquement en rentrant on demande à nos enfants puis nous on se pose la question tiens qu'est-ce que j'ai préféré, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, etc. C'est quasiment à chaque fois ce qu'on n'avait pas prévu et c'est une rencontre. Et du coup, c'est aussi pour ça, quand on dit tiens, on voudrait visiter des structures, oui, il faut qu'on ait des jalons avant de partir, et puis ça rassure, on cherche des partenaires, donc ça rassure de voir qu'on ne part pas à l'aventure et qu'on ne cherche pas des partenaires juste pour se la couler douce pendant un an. Mais finalement, c'est vraiment ce qu'on a acquis avec le début d'expérience qu'on a là, c'est que c'est toujours l'imprévu et la rencontre qui nous a le plus nourri, le plus percuté, qu'on retient 10 ans plus tard, etc. Donc on essaye tout en structurant le projet, de garder vraiment de la place pour ça.
Ouais, c'est vraiment chouette. Et donc, alors du coup, plusieurs questions pour finaliser. Alors la partie finance, donc là, vous partez pour 1 an. Comment vous gérez en fait financièrement ce projet? Parce que vous allez quitter votre job. Alors du coup, Anne-Ségolène est en congé parental, je pense. Mais comment vous allez gérer du coup ce projet financièrement? Alors, on va dire, on a deux grandes lignes de budget. Nous, on avait un peu d'argent de côté, et du coup, cet argent-là nous sert à nous payer on va dire le fondamental du voyage, le fait d'avoir un véhicule, de partir et de manger. Et après, pour toute la partie livrable, qui ont quand même pas mal de coûts et qui nous amène à acheter du matériel, à avoir un parcours un peu particulier et autres, là, pour le coup, on cherche des partenaires et on va mettre en place un crowdfunding. Donc, c'est la démarche sur laquelle on est vraiment actif en ce moment, qui n'est pas simple. Mm. Parce que, pour revenir à ce qu'on disait au début, on n'est pas dans le cadre d'un voyage humanitaire. Et donc, chercher des partenaires quand on ne va pas directement sauver le monde, ça demande de convaincre un peu. Mm. Donc on est dans cette partie-là. On a de très beaux échanges avec des partenaires qui, pour un ou deux, nous ont suivis tout de suite en disant mais votre projet est génial, on suit. Pour d'autres, on est un peu plus en train d'argumenter et d'expliquer le pourquoi du comment. Mais voilà, l'idée c'est bien, les livrables nous permettent d'aller chercher du financement pour réaliser les livrables. Et nous, sur nos fonds propres, finalement, on arrive à partir. On a une maison qu'on va mettre en location le temps du départ pour qu'elle s'autofinance. Et voilà. D'accord. Et donc du coup, alors pour ceux qui le souhaitent et ceux qui écoutent, comment on peut vous aider dans ce projet? Alors, on mettra prochainement en ligne un crowdfunding qui va se lancer. Alors, c'était prévu là pour cette semaine, mais ça ne sera pas le cas. Ce sera certainement plutôt fin du mois. Et après, on est en train de travailler avec une fondation à Lyon pour qu'on puisse faire centraliser tous les dons chez eux pour assurer les rescrits fiscaux. Comme nous, on a créé une association spécifiquement pour le projet, il est plus rassurant de s'adosser à ce qu'on appelle une collecte affectée, à une fondation donc, qui nous abrite quelque part. C'est un peu comme une fondation abritante finalement spécifiquement sur ce projet-là. Et donc tous les dons devraient pouvoir converger vers cette fondation-là, pour lequel on attend la réponse pour début décembre. D'accord. Donc les dons en particulier, les dons d'entreprise pourront converger par ce biais-là et qui nous seront reversés. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une autre manière de vous soutenir? En compétences, beaucoup, parce qu'en fait, ça fait partie des messages que je passe souvent. On cherche souvent de l'argent pour faire ce dont on a besoin, mais finalement, ce n'est pas d'argent dont on a besoin, c'est de matériel, c'est de compétences et autres. Donc, on a besoin de compétences mécaniques pour préparer le camion, on a besoin de compétences de tout ce qui est autour de la vidéo, réalisation, montage. Même si nous, on est en train de s'auto-former un peu dessus, on serait toujours preneur d'avoir des gens compétents autour de nous, en design, en communication, enfin, voilà, tout ce qui peut être de la compétence autour de la com et des livrables. Ça nous serait très utile. Très bien. Bah, du coup, tu nous donneras une adresse email qu'on mettra dans les notes de l'épisode et comme ça, les personnes pourront te contacter directement s'ils veulent proposer leur aide, leur service ou quoi que ce soit pour vous aider dans ce projet. Un grand merci. Merci. Bah, du coup, on a hâte d'en savoir plus. On se donne rendez-vous dans quelques mois pour la suite. Avec grand plaisir. Est-ce que vous voulez clôturer cet épisode avec un dernier message, un sujet peut-être qu'on n'a pas abordé ou un petit message, un petit mot? Bon, un dernier message, c'est un peu toujours le même quand on a la parole quelque part. Un message à chacun, osez vivre vos rêves, osez franchir le pas et n'ayez pas peur de vous lancer dans ce qui vous passionne. On a toujours à gagner à avancer. Tout à fait. C'est un très chouette mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas, Émilie. Merci Anthony, merci Anne-Ségolène, merci Gaspard. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Merci pour votre temps et votre témoignage. C'est un super projet et on a hâte de vous suivre. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller les soutenir en allant cliquer sur leurs liens de leurs vidéos et de leurs réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la description du podcast et sur le blog. En attendant, on leur souhaite bon vent et bonne préparation. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et une nouvelle famille. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao.